Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amaury de Tonquédec, c'est Allô la Martingale, soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent, laissez-nous un message sur le WhatsApp de la Martingale en cliquant sur le lien qui se trouve un peu partout sur les réseaux de la Martingale. Le lien est dans notre Linktree qui est par exemple dans la description de notre compte Insta. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, continuez à nous suivre, ou alors à l'ancienne vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, plus on pourra vous aider. Et puis ensuite, on appelle les meilleurs experts pour vous répondre. Au programme du jour, comment investir à 50 ans? Non, ce n'est pas trop tard, restez avec nous. Qu'est-ce qui peut monter en bourse dans les 6 à 12 mois? Aïe aïe aïe, pas facile, mais ils vont vous répondre. Est-ce que Trump, c'est vraiment une bonne chose pour les marchés financiers? Parce qu'on entend tout et tout le contraire. Oui, bah c'est génial, puis finalement non, ce serait pas si bien que ça. Doit-on être positif pour les 3 prochaines années de la présidence Trump? On va vous répondre. Le dollar baisse. Oui, il baisse. Doit-on faire attention au risque de change quand on investit? Comment éviter de perdre de l'argent, voire en gagner? Et puis, quelle sera la prochaine crise et comment l'anticiper dans vos investissements? Et bien sûr, les 2 questions cash en fin d'émission. Continuez à nous écrire, ce n'est pas tout. Pour vous répondre, il nous faut 2 grands experts. Elle aurait pu faire l'ado rebelle, mais non à 15 ans, pendant que d'autres collectionnaient les posters de boys band. Elle, c'était le crash de 87 qui la fascinait. Oui, le crash boursier, chacun son truc. Depuis, elle n'a jamais décroché. Elle entre sur les marchés en 1996, époque bénie des Nokia, des Tamagotchi et des taux d'intérêt qui allaient doucement mais sûrement vers 0, voire en dessous. Elle commence comme gérante obligataire, une passion peu commune mais qui en dit long sur son sérieux et sur sa résistance au stress. Elle a connu des crises, des crashs, des bulles, des retournements de cycle et même des taux négatifs sans jamais perdre son sang-froid. Elle a construit aussi des portefeuilles pour l'épargne retraite, pour l'épargne salariale et la retraite. Toujours un œil sur l'impact ESG, bien avant que ce soit à la mode, et elle est aujourd'hui directrice générale d'Indosuez Gestion dans le giron de Crédit Agricole, où elle milite pour une gestion de fortune qui ne soit pas poussiéreuse mais innovante et construite main dans la main avec les clients. Bref, elle coche toutes les cases pour vous aider à comprendre comment traverser les tempêtes et investir efficacement. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Dipizio-Tigé. Salut Delphine. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Directrice générale d'Indosuez Gestion. Mon deuxième invité a vu passer presque tous les cracks, à une exception près, celui de 1929. Et franchement, vu son expérience, on pourrait presque douter. Il a passé plus de 35 ans à naviguer sur les marchés financiers. Il a tout connu. Les hausses, les baisses, les bulles, les crises, les ça va passer qui ne passent jamais, les c'est temporaires qui durent une décennie. Mais malgré tout ça, il garde une boussole simple, ne pas mettre son capital en danger. Son truc à lui, c'est l'allocation d'actifs. Pas les paris à la louche ou les modes du moment, mais la vraie répartition solide, celle qui protège pour du long terme. Il a de grandes passions, les particuliers à qui il veut parler sans jargon, et croyez-moi, il y arrive, et l'ESG qu'il prend très au sérieux. Ça tombe bien parce qu'on a des questions là-dessus aujourd'hui. Chez lui, la résilience climatique n'est pas un slide PowerPoint, c'est une exigence stratégique, un discours clair, une vision affûtée et une belle complémentarité avec Delphine. Ils ne sont pas toujours en accord, mais ils partagent le goût de la pédagogie et de la rigueur. Donc c'est parfait. Alain Pitou est avec nous. Salut Alain. Bonjour. Consultant stratégie ESG, tu es avec nous et on est ravis de t'avoir. Aux côtés de Delphine, on va faire une super émission. Voilà. D'ailleurs, vous connaissez tous les deux. Et oui. Vous avez travaillé ensemble chez Amundi. Et oui, on s'est croisés. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc là, un très très beau duo aujourd'hui pour répondre à vos questions. Et puis tout de suite, on va rentrer dans le dur. On va écouter les questions qu'on a reçues. On a Stéphanie qui nous a envoyé une première question. On va écouter Stéphanie tout de suite. Bonjour, allô la Martingale, j'ai une petite question pour vous. Comment on fait pour démarrer une vraie stratégie d'épargne ou d'investissement à 50 ans? Alors je sais que j'aurais pu y penser avant, mais bon, à 20 ans, c'était pas dans mes priorités, donc maintenant il faut que je trouve des solutions. Aujourd'hui, en résumé, on va dire que j'ai 25 000 € qui dorment sur un compte différent de mon compte courant, une assurance vie, et que je peux sortir, on va dire, entre 200 et 400 € par mois pour alimenter cette fameuse stratégie. Mais je commence par quoi pour pas me planter, pour pas me retrouver tout bloqué, mais un petit peu quand même, c'est possible. Enfin voilà, j'ai besoin d'aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie pour ton message. Il n'est jamais trop tard sur la Martingale, sur Allô la Martingale. Donc continuez à nous envoyer vos messages, quelle que soit votre situation. Question de Stéphanie qui n'est pas un cas isolé, parce que c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui nous envoient des messages, donc c'est super, qui commencent à investir tôt. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas investi avant 50 ans, puis qui à 50 ans se disent bon,
je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, première question dans la question, parce qu'après, elle nous parle de l'argent qu'elle a de côté. Mais peut-être, Delphine, qu'est-ce que tu as à dire à Stéphanie qui se réveille, entre guillemets, pour investir à 50 ans déjà, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'elle doit y aller ? Moi, je dirais que je pense que c'est pas un cas isolé. Parce qu'à 50 ans, on est encore jeune. Et puis, auparavant, quand on est très jeune, on va plutôt épargner pour acheter sa résidence principale, la plupart du temps. Donc, on a vraiment ce but à court moyen terme qui est là. Donc, à 50 ans, c'est bien. C'est le bon moment pour réfléchir à ça. Et c'est encore une fois pas trop tard. Surtout que dans sa carrière, finalement, il reste peut-être encore un tiers de sa carrière financière devant soi. Donc, on a le temps. On a vraiment le temps. Je dirais, le premier conseil, c'est de dire pourquoi j'épargne. C'est quoi mon but ? Est-ce que c'est pour ma retraite, donc à horizon 10-15 ans, ou c'est parce que j'ai un projet à plus court terme ? Donc déjà, c'est ça. Et ensuite, pour quelqu'un qui ne regarde pas vraiment ce qui se passe en bourse, qui n'est pas tellement expérimenté, j'irais vraiment sur des solutions vraiment, pour le coup, packagées. Je dirais où la gestion, elle est vraiment faite pour vous. Typiquement pour l'épargne, retraite, aller sur des gestions pilotées en fonction de votre objectif qui va piloter l'investissement, désinvestir et sécuriser à l'horizon que vous aurez choisi. Ok, donc il faut y aller, bien sûr, et on va rentrer après dans la question où elle nous a dit qu'elle avait quand même 25 000 euros dispo là maintenant tout de suite. Donc on va voir ce qu'elle va faire. Déjà, Alain, tu partages un petit peu ce qu'a dit Delphine. Oui, j'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Effectivement, l'horizon est important, savoir pourquoi elle veut faire ça. Après, l'autre point qui perturbe beaucoup les gens, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toutes ces offres fiscales, comment je vais m'y retrouver. L'assurance vie, elle a peur d'être bloquée. Elle va sûrement réfléchir, elle va regarder, elle va avoir un PEA, elle va avoir un plan d'épargne retraite, un plan d'épargne en action. Elle peut avoir d'autres supports d'investissement très sécurisés, défiscalisés. Donc tout ça, ça embrouille un petit peu. Donc je pense qu'il faut qu'elle fasse sa recherche elle-même pour savoir ce qui va lui correspondre, parce qu'on ne sait pas du tout sa fiscalité, on ne sait pas du tout son conjoint éventuellement, comment il est lui-même fiscalisé, comment ils sont investis tous les deux, savoir si elle a sa maison, son résidence principale, c'est également quelque chose de très important pour elle. Donc, savoir comment tout ça est réglé, c'est quand même des questions importantes. Après, si on arrive vraiment sur l'investissement financier en bourse, c'est ça qu'elle sous-tend dans sa réflexion, parce qu'elle a déjà de l'assurance visiblement, elle connaît déjà un petit peu l'épargne de précaution, on va dire. Moi, je dirais que pour commencer, il faut toujours se dire... ne pas mettre, c'est vraiment tout bête comme expression, c'est pas faire un one-shot, pas faire une seule fois, pas mettre tous ses œufs dans le même panier sur une action ou une thématique qui nous intéresse. La solution de l'épargne programmée est pas mal, de l'épargne pilotée est pas mal, et ça peut être aussi une épargne programmée, c'est-à-dire de se dire je vais faire cet investissement de 25 000, de 100, de 500 000 ou de n'importe quel montant en plusieurs fois pour ne pas acheter à un moment donné de marché. C'est-à-dire qu'en ce moment, les marchés sont quand même sur des niveaux... Sur les actions, ils sont quand même sur des niveaux assez élevés. Donc, tout faire à ce moment-là, c'est peut-être un peu dommage, compte tenu de l'incertitude qu'il y a sur les marchés. Donc, en tout état de cause, le faire peut-être en plusieurs fois. Donc, c'est peut-être au-delà des conseils que donnait Delphine tout à l'heure, c'est après de regarder dans quel support d'investissement elle va le faire pour sa fiscalité, deuxième question. Et troisième point, encore une fois, de le faire en plusieurs étapes, pour lisser l'investissement et pas être en stress en se disant j'ai acheté du CAC, des investissements sur un Dow Jones à tel niveau et un CAC à tel niveau, et puis 15 jours après ça a baissé de 5% et on commence à stresser. Alors on n'a pas toutes les infos sur le cas de Stéphanie, c'est pour ça que je dis bien, rajoutez-nous bien si vous avez des éléments de fiscalité, etc. Plus on a de détails, plus on peut vous aider de manière sur mesure. Maintenant, elle a 50 ans aujourd'hui. Son horizon d'investissement, on va dire qu'il est à 15-20 ans. C'est-à-dire qu'on va dire, allez, à 65 ans, elle sera, on va dire, à la retraite. Et après, on va dire qu'elle veut sortir de ses investissements entre 65 et 70 ans. Donc, disons 15-20 ans d'horizon de temps. Aujourd'hui, elle a 25 000 euros là, tout de suite, à mettre. Qu'est-ce que vous lui conseillez ? En gros, 25 000 euros à mettre maintenant. Et elle nous dit qu'elle peut mettre au moins 200 euros par mois, je pense, durant les 15 prochaines années, à rajouter tous les mois dans ses investissements. Là, avec quelqu'un qui a un horizon de temps, qui n'est pas un professionnel d'investissement, mais qui a un horizon de temps de 15-20 ans, compte tenu du contexte actuel, comment
Comment est-ce que tu rentres là, Delphine, tout de suite tu lui dirais de faire quoi? Je rentrerai sur les actions. Maintenant, il faut avoir vraiment un portefeuille diversifié, mais à horizon 15-20 ans, il n'y a rien qui bat les actions. Alors après, il faut accepter la volatilité. Il faut peut-être avoir un portefeuille diversifié et à ne pas avoir que des actions et avoir ce qu'on appelle des actifs qui nous permettent de protéger le portefeuille. Donc soit des obligations d'État ou soit par exemple de l'or, voilà, qui est aujourd'hui d'ailleurs la valeur refuge par excellence. Mais il faut, sur le longue période, à mon avis, construire un portefeuille action. Je l'engagerai à lire. Il y a un rapport de l'INSEE qui est sorti sur les actifs au siècle dernier, donc depuis la guerre de 14 jusqu'à l'an 2000, et sur ce qui a bien performé. Parce que la clé du succès, c'est évidemment d'être en accord avec son profil. Moi, je dis les actions, mais je ne connais pas. Ça se trouve, Stéphanie, elle va dire, moi, dès que j'ai une baisse de mon portefeuille de moins 5%, moins 10%, ça me stresse. Donc ça, évidemment, faudra éviter les actions. Mais pour éviter ce stress, il faut regarder comment réagissent les actifs sur longue période. Et ce papier de l'INSEE, il est intéressant parce que vous avez, le siècle dernier, mais tellement de choses qui arrivaient. Il y a 2 guerres mondiales, il y a de l'hyperinflation, il y a des chocs, contre-chocs pétroliers, il y a tellement de choses qui sont arrivées. Des dévaluations sans arrêt. Exactement. Il y a eu tellement de choses que vous voyez comment se sont comportés les actifs. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est les actions qui performent le mieux sur un horizon de 15-20 ans ou plus. Plus que l'or, plus que l'immobilier, plus que les obligations, plus que tout. Alors, évidemment, quand on dit les actions, on reviendra peut-être dans le détail, mais il faut voir ce qu'on met dedans. Mais voilà, donc je pense que mon message, c'est d'aller plutôt sur les actifs risqués, entre guillemets, ce qu'on appelle risqués, donc qui ont potentiellement beaucoup de performances à long terme, mais qui peuvent avoir de la volatilité. Donc, spot, demain, dans une semaine, avoir une baisse, comme Alain disait, ça peut baisser de 5%, 10% la semaine prochaine, et être totalement en accord avec ça, parce que le problème, c'est pas que ça baisse. Le problème, et ce que doit toujours se dire l'investisseur, c'est quand ça baisse, combien de temps il va me falloir pour récupérer mon investissement. Parce que je le récupérerai toujours, si j'ai un portefeuille diversifié. Je le récupérerai toujours. Et là, admettons, Alain, par rapport à ce que dit Delphine, en gros, là, on va dire que Stéphanie, qui nous a laissé un message, elle est OK avec le risque un petit peu de volatilité. Elle se dit OK, moi, tant que a priori, j'ai quand même statistiquement des chances de récupérer mon capital avec une bonne plus-value en 15-20 ans, je suis OK pour aller en bourse. Comment est-ce que tu lui conseillerais d'aller en bourse vu son profil? On ne connaît pas tout sur son profil, mais ce n'est pas une professionnelle des marchés, mais elle a quand même une belle liquidité à investir là maintenant de suite, 25 000 euros, et sachant qu'elle pourrait mettre plus de 200 euros par mois là, pendant 15 ans en plus. Tu ferais quoi? Tu ferais de l'ETF? Comment tu fais très concrètement? Alors, moi, je serais peut-être un peu plus prudent que Delphine. Moi, ce que je ferais, c'est sur 25 000 euros, mettons que c'est 100% son investissement, je mettrais 25% en actions. Aujourd'hui, donc avec les niveaux de marché qu'on a, les perspectives qu'on a, donc 25% en actions américaines, actions européennes. Pour moitié à peu près. Voilà, c'est-à-dire okay. qu'en fait, les 25%, je mettrais 10-12% sur les actions américaines et 10-15% pour arriver à 25% sur les actions européennes, avec des ETF, pour commencer, pour investir directement sans prendre un risque spécifique action qui peut baisser très fortement, très rapidement. Donc je construirais avec ça. Je mettrais 5% d'argent, 5% d'or en ETF également, qui sont tout à fait accessibles. Alors après, ça dépend des supports d'investissement. Pourquoi de l'argent? Alors l'argent, parce qu'en fait, comme beaucoup de métaux en ce moment, il y a un déficit de production par rapport à la demande, qui est industriel, qui est lié à l'environnement économique actuel, et qui est lié aussi à la transformation, à la demande liée à la transformation énergétique. Donc 15% de métaux précieux, alors elle peut faire de l'or, il y a des fonds qui existent, qui investissent sur ce type de matière, on peut le faire en ETF. Et le reste, aujourd'hui, je ne le mettrai pas en obligation, j'attendrai un peu que ça se calme sur les marchés de taux. Donc je mettrai ça en placement d'attente, ce qui permet de la souplesse. Alors elle peut le mettre, moi aujourd'hui je conseille de faire, pour vraiment sécuriser, je mettrai plutôt du franc suisse que du dollar ou de l'euro, en attendant que les choses se calment sur l'environnement. On en parlera, je pense, à peu près un peu après. Et puis son investissement possible, c'est le 2 à 400 euros qu'elle peut le mettre régulièrement par mois. Cet argent-là, je le mettrai spécifiquement sur les actions en épargne programmée, c'est-à-dire je le mettrai
tous les 5 ou 6 du mois ou 2 du mois comme elle veut, dans des supports actions, un ETF par exemple, ça se fait, hein, on peut programmer pour faire des investissements en les diluant dans le temps comme ça. Comme ça, elle renforce son poids action progressivement. Et puis elle peut le cadencer un peu différemment si elle préfère, si elle est un peu stressée à un moment donné. Imaginons que Trump nous fasse un petit salto et que les marchés soient vraiment agités, elle peut décider de retarder son investissement ou au contraire de pomper sur la partie franc-suisse pour aller faire des actions un peu plus si jamais les marchés venaient à baisser. Encore une fois, sur le long terme, il n'y a pas de danger, mais voilà, il peut y avoir de la volatilité dont elle peut profiter en étant un peu plus mobile. Voilà, c'est ce que je ferais aujourd'hui. Je n'irai pas sur les marchés émergents, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, il faut peut-être attendre un peu que ça se calme d'abord sur les marchés occidentaux avant d'aller sur les pays émergents, même si ils sont redevenus attractifs aujourd'hui sur ces niveaux-là avec un dollar qui baisse. Donc voilà, je pense que c'est ce que je ferai aujourd'hui avec ce type d'investissement, encore une fois, sans savoir trop quels sont ces autres investissements. Et un point qui est important, il faut bien l'avoir à l'esprit. Alors, c'est pas forcément très populaire ce que je vais dire, mais il faut faire extrêmement attention aux frais. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses à prendre en considération. C'est les frais d'entrée. Donc, quand vous entrez dans un investissement quel qu'il soit, quand vous prenez 2% de frais d'entrée, vous les traînez toute votre vie, parce que vous investissez 98%, et c'est là-dessus que vous allez capitaliser, donc c'est quand même dommage. Donc, très attention aux frais. Donc, privilégiez les entités qui vous font des investissements sans frais. Et les frais de gestion, qui viennent également obérer la performance, qui peuvent être un peu élevés. Quand vous êtes sur les ETF, vous êtes sur la partie la moins chargée en termes de frais de gestion. Donc c'est ces supports-là qu'il faut privilégier pour commencer en bourse et pas aller avec des actifs qui supportent ces frais d'investissement, qui sont des frais de gestion qui sont parfois un peu élevés. C'est intéressant ces frais de gestion, Delphine. Toi, tu ferais que de la gestion pilotée ou alors aussi des ETF ? Alors, dans la gestion pilotée, on peut avoir des ETF. La gestion pilotée, c'est juste que vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que vous choisissez votre profil de risque. Donc, si je suis je suis prêt à prendre du risque, dans ce cas-là, je vais être, comme je disais, dans l'absolu, investi complètement en action. Si je veux prendre moins de risques, je vais être investi que moitié en action, etc. Et progressivement, la gestion pilotée va désensibiliser, mais derrière, il peut y avoir des ETF. Mais par rapport aux frais, peut-être que des ETF dans la gestion pilotée vont te coûter plus cher que des ETF que tu fais tout seul, entre guillemets. Non. Alors, on va pas ajouter des frais là-dessus. La gestion pilotée coûte pas cher, en fait. Okay. En fait, je pense que c'est comme disait Alain tout à l'heure sur l'enveloppe fiscale. Je pense qu'il faut dissocier. Alors, il faut bien sûr regarder l'enveloppe fiscale, il faut regarder les frais, mais derrière, c'est qu'est-ce que vous voulez derrière, sur quoi vous voulez investir et comment vous allez faire fructifier votre patrimoine. Et pas être perturbé de dire en fait je veux optimiser la fiscalité et je veux optimiser les frais et finalement je me retrouve sur un support qui n'est pas forcément celui que je voudrais à la fin. Moi je le ferais plutôt à l'inverse. Peut-être parce que je suis de la gestion et que c'est pas moi qui m'occupe d'optimiser la partie fiscale ou frais, mais c'est pour ça que je ne ferais pas forcément 100% ETF parce que je pense qu'il y a de la valeur dans la gestion active et notamment si Stéphanie a des vraies convictions sur que ça soit sur une thématique ou sur un secteur ou sur l'environnement ou le social, eh bien, elle peut investir sur des fonds quand même qui vont aller dans cette direction-là. Et il ne faut pas regarder les fonds, mais les frais, mais qu'est-ce que génère ce fonds à long terme ? Et la capacité de l'équipe de gestion à générer de la performance. Oui, bien sûr, c'est ça, parce que les frais, avoir plus de frais, c'est pas forcément dérangeant si derrière il y a de la surperformance. Voilà, exactement. Voilà. Mais sous réserve qu'il y ait de la surperformance. Il faut bien choisir ses gérants. Effectivement. Et voilà. C'est Alain qui se... c'est un éternel débat, en fait. Alors, il y a des actifs qui s'y prêtent mieux, quand même. C'est-à-dire que essayer, quand vous êtes gérant, de battre le S&P, c'est quasiment impossible. Donc, après, l'allocation peut permettre... Moi, je pense que la gestion active, elle doit se concentrer sur l'allocation. C'est-à-dire que là, il y a de la valeur, parce que vous pouvez personnaliser vraiment beaucoup, en fait, en allant chercher des supports d'investissement, en dosant les investissements progressivement. Le high yield, par exemple, se prête bien à la gestion active. Le high yield, c'est les obligations à haut rendement d'entreprises qui demandent à être analysées pour investir dans ces obligations-là. Ouais. Donc là, il y a vraiment de la valeur. Il y a de la valeur sur les petites entreprises, parce que les indices ne reflètent pas forcément les différences qu'il peut y avoir dans les entreprises. Mais par les gros indices, il y a très peu de chances de les battre avec une
avec une gestion active qui est focalisée sur le S&P, par exemple. Le S&P, le marché américain, regardez, sur la longue durée, il y a très très peu de gérants qui le battent. Alors, par contre, en allocation, encore une fois, il y a des allocations, ça, vous pouvez vraiment arriver à avoir une allocation qui peut-être va pas performer comme l'indice action monde ou l'indice obligataire monde, mais par contre qui va parfaitement coller avec le niveau de risque qu'est prête à prendre votre auditrice. Et ça, c'est le point le plus important, je pense, dans la construction de l'actif. Alors, pour finir sur le cas de Stéphanie, vous êtes tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut aller en bourse. Toi, Alain, tu mettrais 25% des 25 000 euros maintenant répartis entre Europe et États-Unis. Mais tu tirais pas que dans la bourse. Mais toi, par contre, Delphine, tu tirais que dans la bourse, là, à 15-20 ans, ou alors tu mettrais autre chose? Si, encore une fois, si Stéphanie est prête à prendre du risque et qu'elle est prête à accepter qu'il y ait une baisse à un certain moment de son portefeuille, oui, j'irai le maximum tout de suite sur les actions à long terme. Moi, je pense que alors, a priori, vous savez jamais comment vous allez supporter le risque. On ne sait pas ce qui va se passer et on ne sait pas comment on va réagir quand le risque va vraiment se matérialiser. Parce que ce qu'il faut voir, c'est quand le risque arrive, la communication et l'environnement médiatique vous finit par vous faire douter. Mais je pense que le bon calcul, c'est de se dire, voilà, je fais un investissement en action, je peux perdre 20% en 6 mois. C'est grosso modo, quand on perd 20% sur 6 mois, date à date, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quoi? On est le 11 juin, c'est ça? 11 juin. Le 10 juin, pardon. Grosso modo, 10 décembre, les marchés peuvent bouger de 20%. Est-ce que vous êtes capable de supporter 20% de baisse sur 25% de votre actif, ou 50% ou 100%? Si vous êtes prêt à supporter 100%, et que vous allez rester dans votre coin et que vous n'allez pas être stressé par rapport à ça, vous pouvez faire 100% en action. Par contre, et j'imagine mal qu'une personne qui commence la bourse à 50 ans, comme ça, je veux dire, visiblement c'est une décision qui est prise depuis peu de temps, elle aura probablement du mal à supporter parce qu'elle va faire des fonds, elle va faire des ETF, elle va peut-être faire un peu d'actions, elle va faire des actions américaines, européennes, et imaginons que ça baisse de 20%, quelle va être sa réaction? Et c'est pour ça, moi je pense que dans l'absolu, à 50 ans, vous commencez la bourse avec 25% de votre investissement en actions, 25-30%, bon après on n'est plus à quelques fractions près, bah, c'est déjà pas mal, vous supportez 5% de baisse sur votre capital, sur l'or qui peut baisser aussi, sur l'argent qui peut baisser, sur les obligations ou le franc suisse qui peut baisser de 5%, vous avez un actif qui peut baisser de 10%, faut pouvoir le supporter. On va y revenir justement au franc suisse, mais vas-y. Je voulais rajouter, mais en fait, je pense qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que peut-être que Stéphanie ne fera pas trop d'arbitrage. Parce que... Ouais. Tu vois, si on commence à 25% actions, si ça se trouve dans 5 ans, elle sera encore 25% d'actions. Non, parce qu'elle va programmer. Il faut vraiment si elle écoute programmer. mon conseil, elle va programmer. Donc c'est pour ça. En ajoutant des actions. Donc là, je suis d'accord. Parce qu'elle a le temps. Et c'est pour ça que, du coup, moi, quand je dis investi en majorité en actions, il faut être sur une grille pilotée, en majorité en actions. Au maximum, elle va être 80% en actions et progressivement, ça va être sécurisé dans le temps. Okay. Parce qu'on ne s'en occupe pas. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que dit Alain, parce que moi, je connais les gens autour de moi, pareil, voilà, mais c'est toujours très intéressant ce que vous dites tous les deux. Voilà. Mais il faut le répéter. Il ne faut pas l'encourager dans ce sens. C'est hyper intéressant ce que dit Alain, c'est hyper intéressant. Non, mais c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens, moi, dans mon entourage, qui me disent, oui, moi, par exemple, j'investis en crypto. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah oui, je vais investir en crypto, mais moi, non, t'inquiète pas, le risque, ça me fait pas peur. Et puis effectivement, quand ça saigne, entre guillemets, les gens ils commencent à paniquer alors qu'ils t'avaient dit que ça allait. Donc effectivement, très bon conseil d'Alain notamment, prenez votre somme et dites-vous, est-ce que cette somme, je suis prêt à l'avoir à moins 20% dans les 6 mois? Si c'est OK, allez-y. Mais sinon, dites-vous bien ça, parce que souvent les gens disent oui, et effectivement, il y a du stress, etc. Maintenant, en partant du principe, même si, comme dit Alain, bon, à 50 ans, si on n'a jamais fait de bourse, etc., ça peut peut-être être un peu... Voilà. Mais si on est dans une gestion active, qu'on est accompagné, etc., en partant du principe que Stéphanie sera OK avec la volatilité, mais ça, il y a qu'elle qui peut répondre à la question, ça sert à rien de faire le débat maintenant. Toi, du coup, plutôt pas mal d'actions. Plutôt pas mal d'actions. Mais sur une solution complètement pilotée. Donc, voilà, pilotée. On s'appelle de rien. Et toi, Alain, et qui sécurise dans le temps. Pour finir sur le cas de Stéphanie, explique-nous, c'est quoi cette histoire de franc suisse? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre dans du franc suisse? En fait, c'est un placement d'attente. Mais pourquoi ça? Explique-nous, c'est quoi, en fait, si on regarde les devises les unes par rapport aux autres, parce que c'est un peu on va en parler, je pense, après, mais c'est quand même le sujet actuel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est très déstabilisant, c'est de voir le dollar qui baisse
de Bah, manière c'est la assez question juste importante. après, Oui. restez avec nous. Et donc, qu'est-ce qui résiste si jamais, alors parce que c'est un peu aussi ça la bourse, hein, c'est les marchés, c'est ça, c'est si jamais ce mouvement continue. Et qu'est-ce qui se passe si le dollar perd encore 10%? Bah, il peut se passer des choses sur les taux, il peut se passer des choses sur plein de supports, l'or, etc. Et le franc suisse, c'est un peu une manière pour les Européens, comme pour beaucoup d'acteurs internationaux, de positionner son patrimoine sans prendre trop de risques, sans trop de rendement, mais avec un peu la valeur refuge par rapport aux autres. C'est-à-dire que tout bouge, et puis ça bouge un peu moins. Et effectivement, dans la période récente, c'est quand même un actif qui a plutôt bien résisté, alors que d'autres ont eu du mal dans la période récente. Mais ce qui était intéressant dans la période qu'on vient de traverser, qui était quand même une période de doute, bah, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est-à-dire que je m'imagine que tu as bien suivi ce qui s'est passé sur le Bitcoin, qui était extrêmement corrélé au Nasdaq pendant des mois, et puis qui devient un peu plus refuge dans les périodes un peu chahutées. Et c'est intéressant. L'or, qui était un peu passé aux oubliettes depuis quelques temps, depuis 18-24 mois et depuis les 6 derniers mois en particulier, a bien rebondi en tant que valeur refuge. Bah, le franc suisse, c'est un peu la même chose. Il était un peu mou depuis quelques mois, et puis il redevient un peu un point fixe. Bah, je me dis qu'un point fixe, si on doit chercher un endroit où mettre de l'argent en attendant, bah, le franc suisse, c'est plutôt une solution intéressante, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur l'euro par rapport au dollar, par rapport au taux de change. Très clair. Placement en attente, ouais, pour finir. Ouais, juste pour finir, sur le fait de résister au stress ou pas. Et des études académiques ont montré que dans les particuliers, ils résistaient plus au stress quand ils étaient très informés sur ce qui s'était passé déjà historiquement dans le marché. Donc je vous invite à faire ce qu'on appelle, nous, des stress tests ou back tests. Donc, c'est-à-dire de prendre le portefeuille aujourd'hui et de se dire qu'est-ce qui serait passé si on se place en 2008 avec baisse de 50% des marchés actions. Qu'est-ce qu'on se place même en 1929, pardon. 1929, j'ai du mal. 1929 ou n'importe quelle crise. Qu'est-ce que fait mon portefeuille et combien de temps, encore une fois, il me faut pour que je récupère mon argent et que je gagne la somme que je me suis fixée en objectif. Ça, c'est extrêmement important. Ça vous aide énormément à résister au stress, parce que la question, c'est pas est-ce que le marché va baisser ? Il va forcément baisser à un moment donné, le marché. C'est quand il baissera, combien de temps je vais récupérer ? En combien de temps je vais récupérer mon argent ? Ok, très intéressant. Voilà, Stéphanie, tu peux faire cet exercice-là. Tu prends l'argent que tu veux mettre aujourd'hui, que tu es prête à investir en bourse, et tu regardes un petit peu ce qu'a fait la bourse dans les dernières années. Et tu regardes, ah bah tiens, si j'étais à ce moment de crack, comment est-ce que j'aurais réagi, est-ce que ça a tenu ? Et en fonction de ça, tu jauges ton allocation d'actifs, et tu peux mettre un petit peu le reste des 25 000 que tu n'as pas investi, tu le mets en francs suisses, comme l'a dit Alain, pour attendre un petit peu et pouvoir saisir les opportunités. Et surtout, si tu as d'autres questions et que tu as d'autres précisions à nous donner, tu nous renvoies un message vocal, et on te répondra dans les prochaines émissions. Tout de suite, tu parlais de la baisse du dollar, Alain. On a un Simon qui nous a laissé un message vocal qui notamment a un rapport avec ça. On va l'écouter. Allô la martingale, et bonjour à toute l'équipe. Alors je vous explique le contexte. Ça fait 1 an que j'ai mis une petite partie de mon épargne sur une plateforme en ligne que je gère moi-même. Généralement, je suis sur 2-3 ETF, donc le S&P 500, la Chine et puis l'Inde. J'ai racheté pas mal en début d'année, donc malheureusement avec les fortes baisses aujourd'hui, je suis encore en négatif. J'aimerais racheter un petit peu, et je me pose la question du cours euro-dollar pour savoir si je dois plutôt prendre des ETF en euros ou plutôt en dollars. Sachant que j'ai une vision assez court terme, puisqu'il se peut que j'ai besoin de cet argent dans 6 à 12 mois. Mais je tiens quand même à le placer en bourse, puisque j'ai une partie principale de mon épargne qui est quand même très sécure. Voilà, donc je vous pose la question, et puis j'attends votre avis là-dessus. Et si vous avez une idée de placement aussi qui peut éventuellement grimper sur les 6 à 12 prochains mois, donc je prends volontiers. Merci encore. Merci Simon pour ton message. Alors, beaucoup de questions dans la question. Première question, premier petit état de lieu entre guillemets. Simon, il fait de l'ETF. Il en a 3, il a dit qu'il a du S&P 500, de la Chine, l'Inde, de l'émergent d'ailleurs, on pourra en dire un mot peut-être tout à l'heure. Bon, il est en perte là légèrement parce qu'il a investi en début d'année, ça a baissé, bon là c'est pas tellement le sujet, mais il veut racheter.
Et il se demande, je rachète en quelle devise? Est-ce que je dois racheter en euros? Est-ce que je dois racheter en dollars? Est-ce que je dois racheter en autres? C'est intéressant comme question parce que ces dernières semaines, le dollar a énormément baissé parce qu'il y a une sorte de, enfin, vous allez nous dire ça, mais une sorte de perte de confiance en les États-Unis. Peut-être déjà, comment expliquer, Delphine, je ne sais pas si tu veux y aller, comment expliquer un petit peu cette baisse du dollar rapidement, là, pour mettre un peu de contexte? Alors la baisse du dollar, elle est principalement due, en partie due à la défiance qu'il y a dans la nouvelle administration Trump qui est aux commandes aux États-Unis. Sans être perturbé par la forme de Donald Trump, la façon dont il passe les messages, c'est aussi le fait qu'il y ait un manque de visibilité. Et en fait, le marché, ce qu'il déteste le plus, c'est vraiment l'incertitude. Et donc là, on est dans un je ne sais pas si tu partages, mais on est vraiment dans un climat d'incertitude où à chaque instant, tout peut être changé. Il peut y avoir une décision qui va à l'encontre de l'autre, etc. Donc, on est dans un environnement qui est compliqué. Et dans un environnement qui est compliqué, eh bien, on diversifie peut-être plus ses actifs, déjà. Donc, il y a pas mal d'investisseurs qui ont retravaillé leur portefeuille et qui sont principalement, parce que quand on regarde un indice, on parlait des indices MSCI World, c'est 70% d'actions américaines aujourd'hui. C'est beaucoup d'actions américaines. Donc, on peut se dire que dans le futur, peut-être qu'il y a un rebalancement, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être cette partie sur des actions, un indice phare global, actions, il y aura moins d'actions américaines et plus d'actions peut-être européennes, émergentes, et globalement, ce sera un peu plus rééquilibré. Parce que ça, c'était rééquilibré. En fait, si on vient 20 ans en arrière, ou même 15 ans en arrière, on était à 50% d'actions américaines. Et même, il y a un moment donné, il y a 20 ans ou 30 ans, on était à 30... on était équivalent sur le poids américain. Et même, il me semble, à un moment donné, les actions japonaises. Ouais, japonais, donc, en fait, c'est mouvant. C'est-à-dire que ces pondérations, elles sont mouvantes parce que ça dépend de la capitalisation boursière donc qui évolue. Et dans cet environnement d'incertitude, du coup, les investisseurs ont peut-être rebalancé leur portefeuille, c'est-à-dire qu'on a vu des souscriptions sur les actions européennes notamment. Et puis, dans un environnement où le président américain et l'administration américaine veut relancer l'économie américaine, mais va augmenter potentiellement, on n'a pas vu de manière de ne pas augmenter le déficit. D'ailleurs, on a vu Moody's qui prévoit 9% de déficit et a dégradé, c'est la dernière agence de notation à dégrader les États-Unis. Eh bien, on se dit que dans cet environnement-là, augmentation du déficit, augmentation des dettes, eh bien, ça pèse sur le dollar. Ça pèse sur le dollar. Et après, il y a énormément de choses aussi structurelles qui font que, mais ça, on va revenir sur peut-être les risques de demain et les risques de crise. On va y revenir, mais la suprématie du dollar est quelque part en train de s'affaiblir. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est vraiment le bon train ou est-ce que c'est un signal, un faux signal ? Et finalement, non, le dollar restera très fort très longtemps. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir dans cet environnement d'incertitude américaine que nous met en place, cette administration américaine est en train de mettre en place, incertitude, eh bien, ça crée de la volatilité sur l'échange. Ok, donc là, le dollar baisse. Alain, est-ce que pour toi, avant de rentrer sur la question concrète, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, est-ce que pour toi, tu penses que le dollar va continuer à baisser là, dans les semaines et mois qui viennent ? En fait, il y a un événement, il y a une situation qui dure depuis longtemps, qui était masquée par le côté exceptionnel du dollar, qui est le marché américain, le marché directeur, mais déficit commercial, plus déficit des paiements, ça serait n'importe quel pays, il y aurait très longtemps que la devise, elle aurait dévissé bien plus que ça. Et en fait, il y a un jeu de vase communicant, c'est-à-dire qu'en fait, les pays asiatiques exportent massivement aux États-Unis, les États-Unis leur envoient de la devise, leur envoient de l'argent, et cet argent des économies asiatiques est investi en bons du trésor américain, qui finance la dette, qui finance la vie quotidienne de l'économie américaine. Et donc on avait ce jeu de vase communicant qui était en place depuis très longtemps. Et puis Trump arrive et casse un peu la dynamique commerciale des pays asiatiques en particulier. Alors, ils vont aussi casser la dynamique commerciale à travers le monde, mais c'est quand même les Asiatiques qui exportent le plus vers les États-Unis. Et donc en cassant cette dynamique-là,
vous cassez le système de vase communicant qu'il y avait autrefois qui finançait le dollar, qui ne va plus le financer, ou le moins le financer. En tout cas, qui instille un doute chez les investisseurs. Donc vous avez un double effet qui est très rarement arrivé. Donc on va parler entre anciens. Hein. Normalement, quand les taux montent, le dollar a plutôt tendance à monter. Et là, en ce moment, les taux américains ont un peu monté et le dollar a baissé. Et ça, c'est exceptionnel. Et donc, c'est dû à ce fait de vase communicant qui n'était plus en place et à ce phénomène de doute de l'économie. Et on estime à peu près que les devises émergentes, les devises asiatiques, sont sous-évaluées de 57%. Donc, vous imaginez si ne serait-ce qu'une partie de ce décalage qui se remet en place, ça peut faire quand même des fluctuations assez importantes. Et normalement, dans une administration gérée en souplesse, on essaierait d'éviter, c'est ce que faisait Biden avec son IRA, qui était une manière de remettre des capitaux aux États-Unis tout en faisant en sorte de limiter la consommation américaine de biens importés. Donc quand ce truc-là se fait normalement, les mouvements sont assez lissés. Mais là, ils sont pas lissés parce que Trump est arrivé de manière assez brutale avec son plan d'augmenter les droits de douane massivement début avril. Donc on a un doute qui s'est instillé comme ça dans les esprits. Donc le dollar en tendance, et c'est pour ça que beaucoup cherchent des valeurs refuges, c'est que en tendance, le dollar, il perd en pouvoir d'achat depuis un moment. Et ça risque de continuer encore un peu. Donc voilà, il faut l'avoir à l'esprit. Et je comprends l'auditeur qui dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais du dollar ou est-ce que je fais autre chose que du dollar ? Moi, je pense qu'il faut faire, par rapport à son actif aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qu'il a par ailleurs, mais il doit avoir beaucoup d'euros, si c'est très sécurisé, comme il a l'air de le dire. Il doit être beaucoup investi en euros, donc je pense que son investissement en dollars est assez marginal. Mais s'il veut refaire quelque chose, je pense que moi, je ferais un peu autre chose que du dollar. Donc voilà, pour la partie dollar. Après, pour la partie de son investissement, alors moi j'aime bien être un peu caricatural parce que ça permet de plus réfléchir. Moi, je ne ferai pas de Chine. La Chine, pour moi, c'est on appelle ça dead money. Pour deux raisons. C'est une raison structurelle, c'est que c'est une économie dirigée. Il n'y a pas une entreprise chinoise qui n'est pas pilotée ou influencée par le Parti communiste chinois. Donc bon, aller mettre de l'argent là-bas, je vois pas trop l'intérêt. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez fort. Et le deuxième point qui est un peu plus conjoncturel, c'est qu'ils sont dans une spirale qui est quand même assez dévastatrice de déflation. C'est-à-dire que tous les jours, les informations qu'on a sur la Chine sont déflationnistes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont un marché immobilier qu'ils n'ont pas résorbé. Ils n'ont pas résorbé la problématique immobilière chinoise. Donc ils ont un problème d'adéquation entre l'épargne des particuliers, la croissance et leur consommation en général qui fait qu'en ce moment on a une déflation. Donc moi je ne ferai pas de Chine. Par contre, sur les marchés émergents, sur son investissement en Inde, je suis assez partant. Je trouve que c'est sur un horizon long, encore une fois, c'est pas trop mal. Et puis s'il veut refaire de la bourse, moi je ferai plutôt de l'Europe que d'aller rajouter des États-Unis. Et j'arbitrerai la Chine pour revenir soit sur l'Inde, soit sur l'Europe. Voilà, très clairement ce que je ferai. Non, mais très clair. Après, l'autre point qui est très gênant pour nous, c'est j'ai besoin de cet argent peut-être dans 6-12 mois, mais... Ah oui, alors ça on va en parler. Ça se fait pas d'investir en bourse, mais après, non, mais alors ça, on va en parler. Actif, ouais. Ok, non mais alors quoi. ça c'est un très très gros point effectivement. Quand j'ai reçu la question, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit oula, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais on va lui en parler, lui répondre là-dessus dans quelques secondes. Delphine, est-ce que tu es ok avec ce qu'a dit Alain ? Est-ce que tu partages ce qu'il a dit ? Alors Non. alors c'était pas la question. C'était pas la question de Simon sur la répartition, mais c'est intéressant quand même d'avoir votre avis là-dessus pour savoir si vous lui conseillez de continuer comme ça ou pas. En gros, lui il fait des US avec un ETF S&P 500. Il fait de la Chine avec un ETF Chine et il fait de l'Inde avec un ETF Inde. Alain dit en gros, US c'est bien, mais moi je ferais plutôt de l'Europe pour compléter, pour compléter, diversifier. La Chine non, l'Inde why not ? Toi qu'est-ce que tu dis ? Alors là où je suis pas d'accord avec Alain, c'est sur la Chine, parce que je pense qu'on peut pas dire que un des gros pôles d'innovation du monde aujourd'hui et des entreprises qui ont un tel poids aujourd'hui, et c'est que le début, sur le niveau de l'innovation, on a vu DeepSeek est un exemple concret de rattrapage et même de dépasser de ce qui est fait dans les économies développées et l'économie américaine.
Je pense que c'est important d'avoir un portefeuille diversifié, y compris en Chine. Alors bien sûr, c'est une économie dirigée, etc. Bien sûr, il y a peut-être un contrôle qui est plus fort sur les entreprises. Malgré tout, ce que je constate, c'est que si je prends un exemple qui va tenir à cœur à Alain, sur la partie ESG, eh bien, les critères ESG en Chine, et notamment sur les entreprises cotées, sont de plus en plus importants, et les entreprises sont de plus en plus amenées à faire des rapports incluant des critères ESG, notamment là ils ont sorti récemment un critère sur la diversification, la diversité, le fameux DEI, diversité, donc c'est-à-dire diversité de l'entreprise en termes hommes-femmes, etc. Et ça, alors qu'on est exactement l'inverse aux États-Unis. Donc, pour un peu alors, non mais alors attendez, là-dessus. l'ESG, on va en parler Okay. juste après avec les dernières questions, mais très intéressant. Tu vois, je dis que c'est intéressant aussi ce que tu dis. Tu vois, voilà, vous dites tous les deux, c'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais voilà. Mais par contre, la question, c'est moi en gros sur la Chine, pour finir là-dessus sur la Chine, c'est très intéressant parce que à chaque fois qu'on en parle ici en cette émission, moi je retiens 2 trucs si je devais méga simplifier. C'est d'un côté. Les gens qui disent que c'est intéressant, ils disent que ça l'est parce qu'il y a des actions, des marchés qui sont complètement sous-valorisés. Et d'un autre côté, ceux qui sont contre, un peu ce que vient de dire Alain, c'est il y a un risque politique qui est trop fort pour moi. Comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans, Delphine, tu vois, comment tu... Pour toi, le fait que ce soit sous-coté t'attire plus que ce risque politique. C'est pour ça que, notamment sur la Chine, j'irai plus sur la gestion active. Parce que là, je vais apporter des critères qui vont être en accord avec ma philosophie. Bon, dans la limite, évidemment, du système, mais je ne ferai pas forcément l'ETF. J'irai sur la gestion active. Quelqu'un qui peut réagir, quoi. Voilà. En cas de... Et puis, qui met vos critères de screening. Notamment, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur l'Asie et notamment la Chine. Après, je voulais quand même revenir sur l'allocation. Je pense que c'était pas forcément la question, et je pense qu'il faut avoir un portefeuille diversifié globalement, sauf si on a une vraie conviction sur une valeur et c'est sa conviction, allons-y, mais globalement il faut avoir un portefeuille diversifié. Donc je garderai un portefeuille diversifié. La question c'était de dire, est-ce qu'il faut que je couvre du risque de dollar, enfin contre la potentiellement, est-ce que je dois prendre des parts hedgées ou non hedgées, donc est-ce que je couvre alors expliquez ce que ça veut dire couvrir. Couvrir, ça veut dire que quand on achète des actions qui sont hors France, on va prendre le risque de devise potentiellement. Donc, action américaine, le risque de dollar. Et si le dollar la perd comme aujourd'hui 8-9%, c'est ça, oui, vrai, depuis le début de l'année, eh bien, on va avoir la performance des actions plus la performance change. C'est-à-dire que si les actions américaines ont fait 10% depuis le début de l'année, mais que le dollar a perdu 10%, on fait 0. Okay, voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter ce risque de change ? Je dirais, ça, c'est généralement... On prend le risque de change avec les actions et on couvre pour les obliges. Pourquoi ? Parce que le risque de change, la volatilité change, elle n'est pas très loin de celle des actions. Et là, comment tu couvres alors, concrètement ? Il y a des parts. En fait, quand vous achetez un fonds ou un ETF, il y a des parts couvertes. Donc, ce qu'on appelle les parts hedgées. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est pas tout hedgé, parce qu'on ne sait jamais. En plus, ça coûte. La couverture, quand on est européen, ça coûte. Ça peut coûter, quand on couvre contre le dollar, ça coûte presque 2%, enfin autour de 2%. Donc par an. Donc c'est quand même pas mal. C'est pour ça que je couvrirais à moitié. Je ferais la moitié de couvert. Comme ça, je minimise mon risque de change sur un portefeuille. Là, je parle en 100% action, comme les portefeuilles. Ouais, alors... Moi, sur la Chine, il y a un autre aspect, je pense, qui est vraiment déterminant pour les années à venir. C'est-à-dire que, en fait, et c'est tout ce que fait Trump va autour de ça, et c'était déjà enclenché avec la guerre en Ukraine, c'est l'idée de se dire les États veulent revenir à une forme de souveraineté sur beaucoup de choses, sur l'énergie, sur l'IA, sur les alimentations diverses, sur les chaînes de production de beaucoup de produits. On veut revenir à une forme de souveraineté. Alors, déjà retrouver une forme de libéralisme dans cet environnement-là, aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, si vous regardez les nombres de secteurs qui sont influencés par les commandes publiques, on commence à être sur des actifs non nuls. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs le recul de Tesla, où on se dispute pendant une demi-heure entre le président et le patron de Tesla, et le cours de Tesla recule parce que beaucoup d'actifs beaucoup d'investissements sont liés aux commandes publiques. Donc on est dans cet esprit-là. Imaginez que vous allez vous retrouver à gagner de l'argent
sur les actifs les plus sensibles et les plus performants potentiellement. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pourriez faire du solaire en Chine, c'est les meilleurs. Mais vous ne gagnerez pas un rond avec ça. Vous pouvez faire de l'IA en Chine, mais vous allez vous faire spolier parce qu'à un moment donné, les entreprises vont pas pouvoir continuer à investir dans ce cas. Vous regardez l'automobile, les boîtes automobiles européennes qui ont investi massivement, combien ils vont mettre en perte sèche dans les années qui viennent, parce que les Chinois ont pompé la technologie et maintenant ils fabriquent des véhicules qui sont bien meilleurs. Donc cet aspect de souveraineté dans un pays qui est extrêmement dirigiste, je pense que c'est courir un risque qui est inutile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de choses autres à faire dans le monde que aller se coller sur la Chine, franchement, moi je me dis, aller faire des entreprises américaines qui bénéficient de la croissance chinoise, des actions européennes qui bénéficient de la croissance chinoise, puis quand vous aurez trouvé, faites ça, plutôt que d'aller sur des entreprises qui produisent en Chine, qui, à un moment donné, vont se faire spolier. Ça finit tout le temps comme ça. Donc, en Chine, pour toi, le risque politique est trop grand. Alors, dernière partie de la question de Simon, c'est quand même, il veut faire en gros, il nous dit, bon, ok, j'ai déjà l'épargne de précaution, ça d'accord, c'est bien. Mais il nous dit, qu'est-ce qui peut monter, du coup, il parlait d'ETF, donc en bourse, dans les 6 à 12 prochains mois. Là, c'est quand même chaud parce qu'il nous dit qu'il peut avoir besoin de son argent les 6 à 12 mois. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup trop court pour aller en bourse. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous répondez à ça, Delphine ? C'est toujours. Il a l'air de dire qu'il est capable d'accepter le risque de volatilité et d'être prêt à perdre 50% sur son, ce qui est le worst case scénario en 6 mois, mais vraiment worst case. Le pire scénario possible, 2008, on perd 50% en 6 mois. Bon, voilà. S'il est prêt à perdre 50%, oui, il faut investir. Maintenant, alors, on ne dit pas que c'est le risque, c'est pas ce qui va arriver, mais c'est un risque. Non, mais c'est important. Donc là, on lui dit, Simon, en gros, on lui dit, vas-y si tu veux, si tu es OK de perdre 50% dans les 6 à 12 mois, vas-y. En gros, c'est sachant que c'est un risque qui va... C'est pas du tout ce qu'on prévoit, mais... Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Voilà. Et du coup, là, si tu devais faire... Alors là, on est dans le spéculatif quand même. Si tu devais faire un peu un coup, là, dans les 6 à 12 mois... Et alors, c'est pas... Alors attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Ce qu'on l'a dit, ce qu'on dit là, c'est si vous êtes prêt à perdre potentiellement jusqu'à 50%. Donc attention. Mais là, si tu avais un truc où tu dis, tiens, là, si tu étais à sa place, là, tu tirais dans quoi, là ? En me disant, voilà, hautement spéculatif, attention. Hautement spéculatif... Moi, là aujourd'hui, dans le hautement spéculatif, j'irais plutôt... Alors, ça va peut-être rejoindre la question après. Oui, alors à la fin, on en parlera, mais là, j'avoue que j'avais pas prévu ça. Mais là, c'est vrai que son cas est un peu particulier, quoi. C'est un peu le... Parce que quelqu'un qui est prêt à aller... Oui, voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Donc... Là, c'est horizon 6-12 mois. 6-12 mois. Eh bien, là, quand même, malgré tout, j'irais sur le marché des options. Alors, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faut regarder quand on commence à être investisseur averti, comme c'est le cas là, sur ce cas-là. Pourquoi ? Parce que ça permet. Là aujourd'hui, il y a tellement de potentiels différents scénarios dans le marché. Alors, sachant que nous, on reste quand même plutôt positif chez Indosuez, on voit pas de... Je dis pas ça parce qu'on voit pas du tout de crack tout de suite. C'est pas du sujet, on reste très constructif. Mais aujourd'hui, vu qu'on peut avoir beaucoup de volatilité dans le marché, moi, je mettrais un peu d'argent pour protéger, acheter des protections. Et ça, c'est un vrai pari et qui coûte pas cher. Typiquement, nous, ce qu'on a fait sur les portefeuilles, c'est qu'on peut mettre pour 0,10% donc de son portefeuille, enfin de 0,10%, donc c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Je protège mon portefeuille sur une baisse de temps à temps. Parce que voilà. Donc ça, je trouve que ça, c'est pas mal. Parce que c'est pas sûr que ça arrive. Mais si ça arrive, au moins on est protégé. Donc c'est ça que je ferais. Ok, Alain, tu ferais quoi, toi ? Alors moi, ce que je ferais, c'est... Alors, déjà, je prends en compte les niveaux de marché actuels. C'est-à-dire que les niveaux de marché actuels on est pratiquement dans les plus hauts de marché un peu partout dans le monde. Dans les endroits où on peut investir, on est pratiquement dans les plus hauts. Donc, ce que je me dis, c'est qu'on a quand même une forme de dissymétrie. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, c'est peut-être une raison pour laquelle les options sont pas mal. Parce qu'en plus, la volatilité, le prix de ces options... Le prix de cette assurance n'est pas très élevé. Alors, rappelle-nous une option, c'est quoi rapidement ? Alors, une option, c'est le droit de vendre. Enfin, c'est comme une assurance, on va plutôt raisonner comme ça. C'est comme une assurance, c'est-à-dire que vous dites, s'il y a un accident, j'ai une partie de mon actif qui est remboursée par le marché via les options.
C'est un peu, on va dire, c'est un peu comme ça. C'est pour illustrer pour les options de couverture. Alors, vous pouvez avoir la même chose, imaginons qu'il y ait un accident positif, et vous pouvez avoir la même optionnalité, c'est-à-dire vous prenez une assurance au cas où les marchés venaient à montrer Vous pariez en gros à la hausse ou à la baisse. C'est ça. Exactement. Avec vous achetez le droit d'acheter ou de vendre à un certain prix. C'est une forme de prime d'assurance, ça fonctionne un peu, on évoque souvent c'est souvent le même jargon pour parler des deux. Mais donc, moi ce que je me dis, c'est que c'est assez dissymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de gain de 10-15% d'ici la fin d'année, qui est un peu l'horizon évoqué par monsieur. Simon, ouais. Par Simon. Et par contre, je pense qu'il y a un risque non négligeable d'une baisse de l'ordre de 20%. Donc ce que je ferais, c'est que je le ferais en 2 fois. Alors vous allez me dire, c'est pas terrible comme truc. Mais ce que je ferais, c'est que je ferais, si mettons il a 20 000 euros à placer, je mettrais 10 000 euros en actions européennes via des ETF. Et je dis Europe pour faire un peu plus large, donc en incluant la Suisse et la Grande-Bretagne, qui ont des bonnes performances boursières en ce moment. Donc ça permettrait de jouer ces marchés-là en ce moment. Donc un potentiel qui est un peu plus élevé que les États-Unis à cause du dollar. Et je garderai les 10 000 euros pour la période d'après résultat du deuxième trimestre, donc dans la période de juillet-août qui peut être un peu chaude, hein, dans ces eaux-là, vers le mois d'août, par là. Un moment où il y a un peu de buy the dip, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et je garderai 10 000 euros pour aller faire des actions tech. Des actions de la technologie américaine qui sont des vecteurs de croissance. Donc on va être dans un monde où la croissance va être plus difficile, hein, on le voit partout, on expliquera après pourquoi ça sera plus difficile. Faut chercher des endroits où il y a un peu de croissance, et il y a plus de croissance dans la tech américaine que n'importe où dans le monde, jusqu'à preuve du contraire. Pour le moment, ça a plutôt fonctionné. Ok, bon, merci pour... Donc en 2 fois, en fait, hein. Vous voyez le Ouais. schéma. Donc 20 000 euros, je mettrai 10 000 euros tout de suite en action européenne. Je garde ces 10 000 euros. Comme ça, si le marché monte, il n'aura pas optimisé son gain. Mais par contre, si ça baisse, comme je le pense, mi-juillet, mi-août, il aura 10 000 euros pour jouer la fin d'année, en imaginant qu'il y a un petit retracement de 15-20%. Ce qui est toujours possible sur le Nasdaq, ça va très vite. Très clair, merci pour vos idées, mais attention Simon, hein, la bourse 6 à 12 mois, c'est quand même beaucoup trop court. Hein. Non mais en général, on dit vaut mieux la bourse, il faut au moins 5-10 ans d'horizon de temps. Encore une fois, tu peux faire ça si tu es prêt à perdre éventuellement 50% de ton capital. Si vous n'êtes peut-être pas prêt à perdre du capital dans les 6 à 12 mois, surtout ne faites pas ça, Oui, parce que c'est évidemment trop risqué, on ne le rappellera jamais assez. Jayan nous a laissé un message, on va écouter Jayan. Salut Amaury, salut à toute l'équipe de la Martingale, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal de questions honnêtement. La première c'est, est-ce que selon vous, Trump, c'est vraiment une bonne chose pour la bourse et les marchés financiers dans les mois et années à venir? La deuxième c'est, est-ce qu'on pourra avoir des actions US dans le portefeuille ESG et durable? J'ai aussi vu que le dollar a nettement dévalué ces derniers mois, et du coup je voulais savoir si c'était un facteur qu'on devait prendre en compte dans notre investissement. Et enfin, dernière question, et pas des moindres, il y a pas mal de crises en ce moment, et j'aimerais bien savoir quelle sera la prochaine crise, et comment l'anticiper pour vraiment mieux investir. Merci à vous, à très vite. Voilà, et on vous donnera les numéros du loto aussi. Fin d'émission. Merci beaucoup Jayan pour ta question. Jayan, que vous avez déjà entendu, qui est notre ingénieur du son ici, qu'on salue, qui est avec nous pendant cette émission. Et Jayan, qui est aussi DJ, passion du son, il sera à la fête de la musique à Châtillon à 18h30 qui va mixer. Voilà. Suivez-le sur Insta, jayan.musique. Voilà, merci beaucoup Jayan pour ta question. Alors, va falloir qu'on soit hyper efficace parce que c'est chaud, parce que Jayan a beaucoup de questions et il ne nous reste pas beaucoup de temps. La première question de Jayan, c'est Trump. Trump, est-ce que c'est bien, oui ou non, pour les marchés? Parce qu'il y a eu un Trump trade avant qu'il arrive, où tous les marchés ont monté en se disant ça y est, hyper libéral, hyper machin, il va booster les marchés. Finalement, vachement d'incertitudes, ça a beaucoup baissé. Là, il reste, en gros, 3 ans de mandat pour Trump. Est-ce qu'on doit être bullish, positif, en tout cas sur la bourse américaine, sur les 3 années qui viennent? On n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, Delphine, pour commencer. Il ne faut pas qu'on soit pollué, encore une fois, par la façon de communiquer de Donald Trump et de l'administration. Et on a quand même tendance un peu à juger ça, donc j'essaye d'être impartial. Je dirais que dans ce qui est en train d'être mis en place par l'administration, c'est une relance avec la Big Beautiful, la triple B, donc la belle et magnifique loi qu'il est en train d'essayer de passer pour
essayer de baisser continuer de baisser les impôts pour les particuliers, pour les entreprises, etc. Il y a plein de mesures. Donc, qui vont plutôt continuer de booster parce que l'économie américaine, elle est sous perfusion. Malgré tout, à côté de ça, il essaye de le financer avec ses droits de douane et puis avec son Doge, qui est un peu... Et ça marche pas très bien. Et on ne voit pas trop comment il va y arriver. Mais voilà. Donc, globalement... Si je me tiens sur le plan de dire je relance l'économie américaine, c'est pas bête, c'est bien, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour les entreprises. Maintenant, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a quand même des choses qui se posent question, et notamment la taxation des investisseurs étrangers qui est en discussion. Et si demain, on est taxé quand on investit dans les actions américaines ou dans les obligations américaines, c'est peut-être une autre histoire. Moi, ce que je dirais, le point d'attention, ça sera l'année prochaine. C'est le changement du gouverneur de la Banque centrale américaine. Et ça va dépendre de qui va mettre à la place de Jérôme Powell. Si c'est quelqu'un en qui le marché n'a pas confiance, ça va être très mauvais pour les marchés. Et ça va être très mauvais, je pense, pour l'économie américaine. Petit rappel, le gouverneur de la Fed, la Banque centrale américaine, c'est la personne qui décide de baisser, alors pas tout seul, mais bon, en gros, voilà, pour simplifier, c'est la personne qui décide de monter ou de baisser les taux. Et quand les taux baissent, c'est positif pour les actifs risqués, donc pour la bourse. Donc on attend, et c'est pour ça que Donald Trump dit à Jérôme Powell aujourd'hui, baisse les taux, parce qu'il veut faire repartir les marchés financiers. Exactement. Mais sauf que comme il a un programme... Alors, c'est plus compliqué que ça, mais qui écrit de l'inflation, et c'est compliqué de baisser les taux. Alain, qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, je pense que, comme beaucoup de populistes, Trump, qui est élu sur un programme assez populiste quand même, a plutôt bien vu les problèmes. C'est-à-dire que quand vous l'écoutez, il voit bien les problèmes, c'est-à-dire qu'il voit les problèmes de déficit, il voit les problèmes de dette, il voit les problèmes d'industrialisation de son pays qui est trop faible, et du coup beaucoup d'importations. Donc les problèmes sont plutôt bien vus. Je dirais que le manque de fair play des Chinois par rapport à l'OMC, par exemple, qui ne respectent pas les règles, donc effectivement, Trump n'a pas tort de vouloir au moins remettre ça sur la table. Donc tout ça, c'est incontestable. L'envie de relancer, la baisse de la fiscalité, c'est pas nous qui allons dire le contraire. La baisse de fiscalité, c'est souvent quand même quelque chose qui permet de relancer l'économie, de mettre les choses en place de manière intéressante. Ici, c'est pas ce qu'on a en fait. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est-à-dire que en fait, les mesures envisagées ne correspondent pas à la nature du problème. C'est-à-dire qu'en fait, il va accroître les problèmes actuels des États-Unis. C'est-à-dire que parce qu'il veut aller trop vite sur des questions qui ne sont pas encore résolues, quoi. C'est-à-dire vouloir industrialiser le pays, c'est pas possible à un moment donné où les entreprises américaines n'ont pas organisé leur chaîne de production, on le voit avec Apple qui est un cas caricatural, et celles qui vont vouloir le faire en robotisant au maximum. Et l'autre point, c'est comment voulez-vous attirer des capitaux européens ou asiatiques quand la menace est de se prendre une fiscalité à un moment donné. Donc il instille un doute, et effectivement je rejoins, c'est-à-dire que dans les 6-8 mois, à un moment donné, les marchés ils vont dire « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» C'est-à-dire que la dette augmente, les taux augmentent, la croissance n'est pas là, parce que la croissance est quand même fragilisée. Il y a quand même beaucoup de points de fragilité aux États-Unis en ce moment. Ok, donc incertitude sur l'économie américaine pour et donc vous c'est deux. Pas bon aujourd'hui mais souvent, les marchés ils sont décorrélés un petit peu de l'économie réelle, et souvent ils anticipent, et ils peuvent être un petit peu déconnectés. Est-ce que dans le cas où, même si ça ne se passe pas forcément super bien économiquement parlant dans les 3 prochaines années, est-ce que s'il y a changement du gouverneur de la Banque centrale, ou alors que Jérôme Powell finalement décide de dire bon ok on va baisser les taux, est-ce que les marchés peuvent quand même bien se porter? Alors je peux dire quelque chose par rapport à ça, c'est que en fait les entreprises, on l'a évoqué tout à l'heure, elles ont traversé toutes les crises, elles ont traversé les guerres, elles ont traversé les périodes d'inflation, de dévaluation, etc. Donc les entreprises, je ne suis pas inquiet aux États-Unis, elles vont s'adapter. Mais vont s'adapter à quoi? C'est ça le problème. C'est-à-dire que le problème que met Trump en place, c'est qu'il met un doute sur ce qui va se passer sur le plan fiscal, ce qui va se passer sur le plan économique, sur le plan des relations internationales. Donc c'est ça que les entreprises ont du mal à jauger en ce moment. Et c'est pour ça que c'est très pénalisant. Alors aujourd'hui, les entreprises, tout le monde, le marché se dit on va sortir de cette période, à un moment donné ça va se calmer. Mais le problème, c'est la dette qui continue d'augmenter, qui va peser sur la croissance à un moment donné. Donc, les entreprises, elles vont s'adapter, et elles peuvent s'adapter en réduisant la voilure pendant quelques temps, et ça fait. Ok, bon, c'est compliqué de faire des prévisions, évidemment, quoi qu'il arrive, mais là, en plus, dans ce moment incertain. Mais là, Alain, aujourd'hui, au 11 juin, tu es plutôt positif par rapport à l'action de Trump sur les marchés, ou plutôt négatif?
je suis plutôt négatif. En fait, encore une fois, je reprendrai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dissymétrique, c'est-à-dire que ça peut être positif encore quelques temps dans l'ambiance en se disant ça permet de relancer, mais je pense que les problèmes structurels ne sont pas réglés en réalité. Ok. Et ça, c'est quand même très pénalisant, très pénalisant. Delphine, très rapidement. Je partage. Ok. Positif à court terme, très négatif à long terme. Ok. On avait S'il dans n'y a la- pas de changement. S'il y a pas de changement, Oui, oui, s'il n'y a pas de changement. Évidemment, on parle au 11 juin. Ouais, On parle ouais. au 11 juin. Puis après, Voilà. il peut y avoir des changements de politique. La dévaluation du dollar, Jeanne, on a Ouais, répondu un petit peu ouais. tout à l'heure. Alors, l'ESG, très rapidement, peut-être Alain, rappelle-nous ce qu'est l'ESG, en gros, et les investissements plus. durables. Je sais plus à force parce qu'il y a eu tellement eu de problèmes avec cet acronyme. En fait, disons que c'est la responsabilité des entreprises évaluée sur des critères objectifs. Voilà, donc pour faire très simple, on prend en compte l'environnement, les aspects sociaux, les aspects de gouvernance, on a des critères et on évalue les entreprises par rapport à ça et ça nous permet de distinguer celles qui ont une vraie durabilité. Après, juste un point là-dessus, c'est que Trump a été Trump et l'environnement, je dis Trump parce que c'est plus simple de matérialiser qu'une personne, mais il y a eu beaucoup de réflexions autour de cette ESG qui a été très critiquée parce qu'il y a eu du greenwashing d'un côté, c'est-à-dire on s'y retrouve plus trop. On a lavé pas mal de choses avec ça, et puis il y a eu des abus de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui vous font croire que si vous ne faites pas de l'ESG, vous n'êtes pas un bon citoyen, etc. Enfin bon, tout un tas de trucs qui finalement ont plutôt été négatifs pour la réflexion qu'on pouvait avoir autour de ça. Et moi, mon approche de l'ESG, c'est toujours été ce que je pensais, c'est une manière d'évaluer les risques sur des critères un peu objectifs. C'est-à-dire, une entreprise qui est mal gouvernée finit par avoir des problèmes. Donc, mettre de l'argent dans une entreprise qui est mal gouvernée, avant, on n'appelait pas ça ESG, on n'appelait pas ça analyse de la gouvernance, mais vous prenez un vieux gérant value, très adverse à toutes ces problématiques de ESG, etc. Mais vous allez lui dire, t'es confiant dans le patron de cette entreprise ? Veut dire non, elle est mal dirigée, je vais pas mettre un sou là-dedans. Donc c'est déjà de la gouvernance. Après, voilà. Donc pour moi, c'est une manière d'évaluer le risque. Et aujourd'hui, je pense que le risque le plus important, c'est le risque climatique. Et je pense que l'ESG va évoluer tranquillement vers quelque chose qui va être la prise en compte des aspects climatiques. Alors il y a des entreprises pour lesquelles c'est moins prégnant, hein, mais par contre pour d'autres ça l'est beaucoup. Et je pense que c'est avec ça qu'il faut regarder les choses. Et je pense que par exemple, moi quand on me dit le pétrole, machin, il ne faut pas investir en Total, faites vos investissements en Total, ça m'est complètement égal. Ce que je pense simplement, c'est qu'un investisseur institutionnel qui raisonne à 30 ans, donc avec des actifs et un passif, donc il doit faire des choses, des investissements qui doivent être en face de ce passif dans 30 ans, il ne peut pas faire de pétrole. Parce que c'est quelque chose qui va finir comme le charbon. Donc pourquoi aller là-dedans ? C'est comme ça que je l'analyse, c'est-à-dire qu'en fait c'est un risque financier moyen-long terme. Alors effectivement, à 15 jours, une entreprise qui change, qui dégrade ou qui augmente sa note ESG ne va pas monter ou baisser en bourse pour une note qui change comme ça. Par contre, si elle ne prend pas en compte les aspects climatiques et qu'elle n'a pas une résilience par rapport à ça, un plan d'action par rapport à ça, je pense qu'elle s'expose à de graves problèmes. Ok, alors très clair et c'est hyper intéressant. On pourrait faire une émission entière là-dessus. Oui. D'ailleurs, ce serait peut-être le cas. Juste pour finir là-dessus, est-ce que, mais on va se caler ça. Est-ce que aujourd'hui, les entreprises qui sont bien gérées entre guillemets, est-ce que malgré la présidence de Trump, etc., est-ce qu'il y en aura quand même aux États-Unis ? Est-ce qu'on peut investir dans des entreprises US qui peuvent répondre à ces critères-là, même si on a compris que c'est très large ? Moi, pour moi, clairement, les entreprises américaines qui prennent pas en compte les externalités, quelle qu'elle soit. Regardez par exemple ce qui se passe sur Tesla, c'est vraiment intéressant. C'est une boîte qui est extraordinaire avec un patron qui est complètement fou, enfin si on peut dire, je sais pas si on peut dire ça, mais enfin il a quand même un caractère assez particulier. Mais il y a une gouvernance qui est quand même très perturbante. Donc qu'est-ce qui va se passer le jour où ils disjonctent ou le jour où, c'est quand même perturbant. Et vous regardez, toutes les grandes boîtes de techno ont changé leur gouvernance au fil du temps. Les Amazon, les Google, Apple, ils ont changé de gouvernance et ça a stabilisé, ce qui leur a permis de faire cette croissance. Donc moi je crois que la durabilité de se dire, est-ce que cette entreprise sera toujours là avec cette même capacité à générer de la performance, à générer un impact positif pour l'économie, pour l'environnement, est-ce qu'elles seront toujours là ? Faut se poser la question. Hein. Les boîtes de tech, vous regardez comment elles gèrent l'énergie, c'est extrêmement intéressant. Vous regardez les Amazon, etc., qui sont allés sur le nucléaire, parce que faire du solaire et uniquement du solaire, elles n'arrivaient plus à financer, à faire tourner leur entreprise, leur data center. Donc ils vont sur autre chose. Et c'est des gens qui réfléchissent vraiment à 15 ou 20 ans. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Alors après, les critères,
Ils sont contestables parfois. Est-ce que la diversité à 15 jours, ça a un impact? Je pense pas. Mais sur moyen terme, ça en a. Alors, d'entendre les Chinois qui font de la diversité, excuse-moi, mais ça me fait rire. Parce que c'est très monolithique. On fera une émission là-dessus. Très rapidement, Delphine, est-ce que tu penses que ces critères-là d'entreprise un petit peu durables pour le climat, etc., est-ce qu'il y en aura encore aux États-Unis dans les années qui viennent? Est-ce qu'en gros, on peut investir en bourse aux US en ayant des entreprises comme ça en portefeuille? Pour reprendre ce que disait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire que les entreprises, elles ont un temps long. Elles ne vont pas s'arrêter au mandat de Donald Trump, qui est de 2 ans, potentiellement jusqu'aux prochaines grandes élections, ou 4 ans maximum. Elles vont voir beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui, l'État les oblige à ne plus finalement faire des rapports sur pas mal de critères ESG. Est-ce que c'est pour ça qu'elles arrêtent? Je ne pense pas. Non. Elle n'arrête pas. Par contre, ce qui est compliqué pour nous, c'est quand on est investisseur, du coup, détecter qu'ils les respectent bien. Donc, ça veut dire être en dialogue avec les entreprises. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas arrêter d'investir dans les entreprises américaines. On va plus dialoguer avec elles. Et pour le dialogue déjà qu'on a avec elles, elles n'arrêtent pas cette direction qui est celle-là. Par contre, c'est une vraie chance pour les Européens aujourd'hui de reprendre la main sur ce qui est l'ESG et qui est partie intrinsèque. Il n'y a pas une entreprise dans le monde qui ne va pas prendre en compte les risques climatiques, environnementaux au sens large. Ce n'est pas possible. On est à la bourre, on arrive à la fin. Avant les 2 questions cash, quelle sera, Alain, la prochaine crise et comment est-ce qu'on peut l'anticiper là, dans nos investissements? Alors, je pense qu'il y a un énorme problème de dette. Il y a trop de dettes dans le monde aujourd'hui, trop de dettes d'État. Dans pas mal de pays, trop de dettes privées, entreprises et ménages qui sont perturbantes. J'évoquais tout à l'heure, il y a quand même des critères qui sont quand même, qui allument quand même des petits warnings, des petites alertes un peu aux États-Unis. On regarde le taux de défaut sur les cartes de crédit, le taux de défaut sur les emprunts étudiants, le taux de défaut sur l'immobilier. Tout ça, c'est les faillites, le nombre de faillites qui augmente aux États-Unis, le nombre de faillites qui augmente en France. C'est quand même des petits signaux qui sont quand même à prendre en considération. Donc, comment on fait avec ça? Alors, moi, je pense qu'il y a les 2 signaux à regarder vraiment attentivement, c'est les taux 10 ans américains. Donc aujourd'hui autour de 4,50. Je pense que quand on va casser les 5, si on les casse, il faut quand même se poser des questions sur son allocation. La dame tout à l'heure qui faisait son investissement, peut-être que la partie programmée, il faut peut-être la regarder un peu différemment le jour où les taux passent à 5. Et l'autre indicateur à surveiller de près, c'est le niveau du dollar par rapport au yen et par rapport à l'euro. Et je pense que pour un investisseur, il y a des moments où on est là avec des chiffres, des EBE. Mais comment on peut anticiper ça? Quand tu parles de dette et de dollars, comment est-ce qu'on peut faire là? Peut-être qu'on peut avoir une allocation aujourd'hui qui évite d'être trop exposé à ça. En fait, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut des signaux pour commencer. Il faut des choses objectives. Le premier signal objectif, c'est le niveau des taux. Quand le taux américain va passer au-dessus de 5, il faut regarder son allocation et se dire, est-ce que si la crise venait à s'installer, est-ce que je suis bien là-dedans? Et alors, il y a 2 choses à regarder, c'est est-ce que j'ai pas trop d'actions et est-ce que je peux sortir de tout ça facilement? Parce qu'il y a des investissements qui sont super sur le papier, mais dont vous ne pouvez pas sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle l'évoquait, Stéphanie, tout à fait au début, c'est je ne veux pas me retrouver coincé. Bah oui, parce qu'il y a des moments où vous vous retrouvez avec du private equity, par exemple. Alors c'est très bien le private equity quand vous avez 15 ans devant vous, vous êtes tranquille. Mais là, si demain vous faites du private equity parce que vous pensez que les 5, 6, 7% nets qu'on vous annonce sont garantis, ils ne sont pas garantis du tout. Et si vous avez besoin de sortir... c'est pas liquide. Et c'est pas liquide. Donc il y a 2 aspects. C'est le dollar, si jamais le dollar venait à passer contre l'euro à 1,20 par exemple, et les taux longs à 5%, est-ce que mon allocation résiste à tout ça? Et est-ce que je peux sortir rapidement? Donc ça, c'est les 2 aspects à regarder. Je pense que c'est comme ça qu'on... Anticiper une crise, vous ne pouvez pas le faire. Moi, je me rappelle 2008, on l'a vécu tous les deux. On a été d'ailleurs collègues à ce moment-là, ou juste après, ou la crise de la zone euro. Ils étaient à la machine à café. Ils disaient, merde. Non, on n'était pas à la machine. On était en réunion sur les allocations à ce moment-là pour essayer de protéger nos clients. Donc, on n'est pas venu vous sonner à la porte en disant tiens, au fait, il y a une petite crise qui va arriver. Mais il y avait quand même des signaux que peut-être on aurait dû plus regarder. Mais en tout cas, ces 2 signaux-là, taux long américain,
dollars, c'est quand même des indicateurs intéressants. Ouais. Et accessoirement, vous regardez aussi le pétrole qui vous dit un peu comment est l'activité économique. Et c'est intéressant de regarder ces 3 critères-là. C'est pas beaucoup quand même à regarder pour se dire, si ça dépasse ces niveaux-là, est-ce que je suis bien par rapport à ça? Ok, bon, ça va le faire, Jayan. Delphine, t'es d'accord avec ce qu'a dit Alain ou t'as autre chose à rajouter? Alors, pour compléter, en fait, moi, je dirais Parce que c'est pas assez complet ce que j'ai dit. Non, mais c'est-à-dire que le diagnostic, il est là. On sait que ça viendra de la dette. La dette, elle est énorme partout. Et on sait qu'il y aura un problème. Maintenant, comment ça va se matérialiser? Et c'était la même chose en 2008. On savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On ne savait pas comment ça allait se matérialiser. Donc, moi, ma conviction, c'est que le gros risque de crise qu'on a, qui peut arriver dans les prochaines années, c'est un risque sur l'échange. Bah oui. C'est comme ça que se matérialisera le risque de la dette. Pourquoi? Parce que le dollar est la devise de référence du monde aujourd'hui. Et je pense qu'on n'a pas non plus beaucoup de recul par rapport au moment où le dollar a arrêté d'être plugué, donc être en référence avec l'or. C'était en 1971, la sortie de Bretton Woods. C'est un peu plus de 50 ans. Et en fait, on n'a jamais connu ça auparavant, d'avoir une monnaie qui repose sur finalement rien, justement la confiance. Et la confiance, et je reboucle par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la confiance, le premier signal qui peut être donné sur la confiance américaine, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui sera nommé l'année prochaine à la place de Jérôme Powell. Si c'est quelqu'un dans le marché n'a pas confiance, ça risque de créer des perturbations, et notamment sur le marché d'échange. Et l'autre point par rapport à ça... Ouais, vas-y. Et donc, pour finir, juste pour finir, qu'est-ce que je ferais du coup dans mon allocation? C'est-à-dire que quand j'achète des actifs qui sont hors de la zone euro, je ferai attention de bien calibrer mon risque, pas que de savoir qu'est-ce qui est investi en dehors de la zone euro, mais qu'est-ce qui est investi en devises en dehors de l'euro, et de dire, est-ce que je suis prêt à accepter 10%, 30% de mon portefeuille? Prendre en compte la baisse potentielle de la devise en question. Voilà. Okay. Donc, et potentiellement couvrir. Et l'autre point, et alors c'est vraiment extrêmement important l'aspect des banques centrales, c'est que toutes les crises ont été résolues par une forme de gouvernance internationale. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont toutes baissé leur taux en même temps et elles ont fait des accords de swap. C'est-à-dire qu'il y avait une devise qui était en difficulté, l'euro pendant la crise de la zone euro, la période dollar 2008, faillite Lehman, enfin c'était quand même... tout le monde s'est mis autour d'une table et a dit, de toute façon, on va régler, il y aura toujours de la liquidité sur les marchés, on va s'arranger pour qu'il y en ait. Donc il y a eu des échanges de swap, donc des échanges de devises entre les banques centrales. Mais le danger qu'on a en ce moment avec Trump, c'est que, imaginons qu'il mette un loustic, comme il a mis quelques-uns de ces loustics dans les gros postes des États-Unis, et qu'il mette quelqu'un qui dit, écoutez les Européens, vous avez un problème avec votre devise qui monte trop par rapport au dollar, parce que les Américains veulent faire un peu baisser le dollar. Imaginons que l'euro s'envole à 1,30, 1,40, 1,50, et les Américains restent bras croisés en regardant la Banque Centrale Européenne se dépatouiller avec une devise trop forte. Que les Chinois à ce moment-là aient un autre problème avec les Américains et se disent nous on peut rien faire pour le moment, les Japonais empêtrés dans une devise qui est également extrêmement volatile, extrêmement sensible à tout ce qui peut se passer, et ça se réglera parce que de toute façon les Américains ont rien à gagner que l'Europe soit à genoux ou quelques grandes banques centrales soient à genoux, mais la période, les 15 jours, 3 semaines qu'on mettrait à discuter pour savoir qui va aider l'autre pourrait amener une confusion sur les marchés qui serait extrêmement pénalisante et qui ferait peut-être prendre des décisions désastreuses, c'est-à-dire de se dire « Oh là là, c'est dramatique, le système monétaire s'effondre ». En fait, il ne s'effondre pas, il est juste en train de se remettre en place, ce qui s'est passé avec Lehman. Lehman qui pète, c'était quoi? C'était octobre 2008, c'est ça? Et le plus bas de marché, c'est février 2009. Okay. Donc, il y a quelques mois de gros troubles avant que la situation s'améliore. Même chose, Draghi qui dit à un moment donné, ça sera fini parce qu'il était backé par les Américains aussi. Ok, donc attention à ça. C'est noté. Voilà. Et on passe tout de suite aux questions cash. Ouais. On a explosé le timing, donc moins d'une minute par réponse. La première question cash, c'est votre investissement un petit peu casino. Vous avez une somme dont vous n'avez pas besoin, c'est pas l'argent de vos clients, c'est pas un conseiller en investissement. Mais là, tout de suite, si vous aviez un pari à faire sur les marchés ou autres d'ailleurs, quel que soit l'investissement en question, ce serait lequel, Delphine, pour commencer? Voilà, moi j'ai un peu répondu tout à l'heure. Aujourd'hui, j'en profiterai pour mettre une partie de la somme sur une couverture de portefeuille qui coûte pas très cher et qui peut me rapporter gros si jamais il se passe un événement qu'on n'a pas prévu et que le marché dévisse. Ok, Alain.
Alors, effectivement, ça, c'est une idée qui est intéressante. Merci Delphine, je vais le faire en sortant. Non, le Je sais pas, t'as pari. pas l'air sincère. Si. Mm. Le pari que je ferais, alors après, ça m'embête parce il est un peu élevé aujourd'hui, ce Bitcoin, mais je trouve que c'est un pari assez tranquille. Enfin, après, voilà, vous allez peut-être perdre 50% demain sur le Bitcoin, peut-être même perdre tout. Mais je dirais, si vous avez une somme dont vous ne savez pas quoi faire, qui est bloquée de quelque part, vous mettez ça dans le Bitcoin. L'argument, il est simple, hein, c'est que c'est à l'inverse du dollar qui peut être infini en termes de production. Il suffit d'avoir une bonne imprimante et de la faire tourner à fond la caisse et vous avez autant de dollars que vous voulez. Le Bitcoin va a priori s'arrêter à 21 millions de Bitcoin, donc une somme finie, de plus en plus d'acteurs qui regardent. Donc il y a un phénomène, en termes de pari, c'est intéressant. Après... Voilà, c'est un pari qui est très risqué peut-être, mais qui est un pari qui peut être tenté, je pense. Ok, on a eu des questions d'ailleurs sur les cryptos. On fera une émission spéciale où je vous répondrai. On va faire quelque chose là-dessus. Dernière question cash. Vous êtes sur une île déserte. Vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Dans ce coffre, vous pouvez mettre plusieurs actifs et le coffre après vous le déterrez dans 10 ans sans y toucher entre-temps. Delphine, tu mets quoi à l'intérieur? Alors, moi, je mettrais... On peut mettre plusieurs choses. Ouais. Moi, je mettrais donc de l'or et des métaux précieux. Et si je pouvais, je mettrais des terres rares, mais bon, si c'est pas facile, ça. c'est pas facile d'investir là-dedans directement. Et puis, je mettrais quand même des participations directes dans des entreprises non cotées, donc du private equity, qui je pense qui restent vraiment des entreprises, les leaders de demain. Il faut investir dedans et ça, je serais très contente d'avoir investi dans le futur Apple ou Tesla de demain en ouvrant mon coffre. Ok, très clair. Alain? Et moi, je serais sur une île déserte avec Delphine. Ouais, on va pas s'ennuyer. Si vous voulez. Après. Non, si je mettais qu'une chose, je mettrais de l'or. Ok. Voilà. Donc, pour toutes les raisons déjà indiquées. Je mettrais de la nourriture lyophilisée qui peut se conserver 10 ans, parce qu'on ne sait pas ce qui va se placer sur la planète. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, votre île déserte. Et je mettrais probablement des munitions avec des armes pour si jamais les choses tournaient mal. Alain, le Alain ESG, là, non, mais pour se défendre. Non, mais t'as raison. C'est très social, ça. Ok, très clair. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Donc, Alain Pitou, consultant stratégie ESG, Delphine Dipizio-Tiger, directrice générale d'Inde Suez Gestion. Merci. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous envoyer vos questions. On va vous répondre. Et puis surtout, prenez le contrôle de votre argent.